Si vous vouliez faire une synthèse justement de l'affaire Doutreau, elle serait laquelle? Une synthèse? Oui. Il faut lire le deuxième mail qui suit. Bah, c'est une affaire dans laquelle des adultes, un grand nombre d'adultes, ont été concernés par une enquête sur des violences sexuelles et des viols sur mineurs. Il y avait beaucoup d'adultes, il y avait beaucoup de mineurs qui étaient concernés. Après une instruction qui, contrairement à ce qu'on a dit, n'a pas été menée à charge, il n'y a eu, je pèse mes mots, que 17 adultes qui ont été renvoyés devant une cour d'assises et 15 enfants qui ont été considérés comme victimes. Et ensuite, c'était le jeu normal de la justice. C'est-à-dire, il y a eu des procès, il y a eu des condamnations. Un certain nombre des condamnés ont fait appel, ils ont été acquittés. Je ne vois vraiment pas comment on peut dire que dans l'affaire Doutreau, la justice n'a pas fonctionné. Je veux dire, on peut dire ça dans l'affaire Seznec. On peut dire à propos de l'affaire Ranucci, à l'époque il n'y avait pas d'appel en cour d'assises, Ranucci a été guillotiné pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Là oui, on peut parler de dysfonctionnement. Globalement, la justice a bien fonctionné dans l'affaire Doutreau, sauf, ce qui est scandaleux, c'est la durée de la détention provisoire, mais ça c'est une tare permanente du système judiciaire français. La France a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des détentions provisoires exagérées. Et ça a été, voilà, le scandale Doutreau, il est là. Maintenant, autrement, voilà, des adultes ont été condamnés, ils ont fait appel, ils ont été innocentés. Voilà. Je souhaiterais que ça fonctionne aussi bien dans beaucoup de dossiers. Alors Serge, tout au long de votre carrière de journaliste, peut-on dire que vous avez fait une spécialité de la pédocriminalité, et est-ce le fait du hasard ou d'un intérêt particulier pour cette forme de criminalité? Si vous me demandez si j'ai été violé étant enfant, non. Non mais ça vous me l'avez déjà dit, Serge. Non. Ouais. J'étais journaliste d'investigation, donc mon travail c'est de faire des enquêtes. Il se trouve que dès les années 80, j'ai fait des révélations sur des organisations pédocriminelles, sur Minitel, et puis une affaire de galerie de photos. On n'a pas pris en compte mon enquête à l'époque, mais le réseau est tombé 10 ans plus tard. Ça a été jugé avec le nom de code Toro Bravo, c'est l'affaire Toro Bravo. Et il est bien regrettable que 10 ans avant, on n'ait pas pris en compte l'enquête que j'avais faite. Donc pour moi, c'était des enquêtes parmi d'autres. J'ai beaucoup travaillé sur les sectes, y compris en entrant à l'intérieur de sectes. J'ai beaucoup travaillé sur les délinquances financières. J'ai travaillé pendant des années sur les systèmes mafieux, à Palerme, à New York, à Washington et à Moscou. J'étais très intéressé par les systèmes. Habitué par les prises de risque alors. Oui, mais vous savez, prise de risque raisonnable. Je travaille avec une déontologie, je travaille avec des règles strictes, y compris sur le domaine de la sécurité. Non, c'est. Et puis, on m'a envoyé travailler sur l'affaire Dutroux en Belgique. Et en travaillant sur l'affaire Dutroux, j'ai suivi une piste qui m'a mené qui m'a mené à la découverte d'un CD-ROM pédocriminel trouvé à Zandvoort en Hollande. Et ça a été un scandale qui a explosé en France quand j'ai publié cette enquête dans l'Humanité en février 2000. Il y avait 874 enfants dont on avait le portrait. Et c'était des enfants qui étaient victimes de violences sexuelles, de viols. Parfois, il y avait même des bébés qui étaient violés.
Et moi, en tant que journaliste, après avoir fait le maximum de vérifications, la question que j'ai posée dans mon journal, c'est 1. Qui sont ces enfants? Et 2. Qu'est-ce qu'on fait pour les retrouver? Ils sont en danger puisqu'ils sont là. Ça fait un énorme scandale en France. Et puis, assez vite... certains de vos confrères aussi oui, alors, des détracteurs. Oui. Ah oui, alors je dois dire que c'était étonnant parce que moi, journaliste de l'UMA, j'ai travaillé en parfaite harmonie avec une journaliste et un journaliste, 2 journalistes du Figaro. Et c'était très marrant de voir l'Humanité et le Figaro dénoncer le même scandale. On a travaillé de concert, ils n'ont pas piqué l'enquête. J'aurais donné les éléments, ils ont poursuivi. C'était quelque chose d'assez exemplaire. Et c'est vrai que sur un domaine comme ça, le clivage n'était pas gauche-droite. Il y avait des zones troubles à gauche, il y avait des zones troubles à droite. Ça a été déception quand même. Vous avez dit tout à l'heure off que vous avez été... Oui, vous avez été critiqué quand même vivement à cette époque-là. Oui, des attaques, mais insensées. De confrères. De confrères. En plus dans des journaux de gauche, mais des journaux de gauche, pardon. Mais ce qui était choquant, c'est que on m'a accusé d'avoir organisé des procès de Moscou. Normal, j'étais à l'UMA. Il y a un hebdomadaire qui a sorti tout un travail pour dénigrer ce que j'ai fait, mais en concluant sur l'idée qu'entre les pédophiles et certains journalistes, c'était pas les pédophiles qui étaient les plus dangereux. Mais aucun de ses confrères, de ses charmants confrères, n'a eu le réflexe déontologique de m'appeler avant pour me dire le CD-ROM de Zandvoort, est-ce que je pourrais le voir? Aucun. C'est-à-dire qu'ils ont parlé, ils ont glosé à partir d'une espèce d'idée préconçue qu'ils avaient, tout ça c'est du fantasme. Voilà. Bah, tant pis pour eux, je veux dire, c'est dommage pour des journalistes de travailler comme ça. Et ensuite, cette affaire a été étouffée en France. Ça s'est terminé sur un non-lieu alors qu'on avait quand même participé à l'identification de 80 gosses du fichier, 80 gosses français. Mais à ce moment-là, j'ai été énormément sollicité par des ONG. C'est à ce moment-là où les ONG m'ont transformé d'une certaine façon en spécialiste de la pédocriminalité. Parce que j'avais fait une enquête, je l'avais menée jusqu'au bout, j'avais pas cédé aux pressions ou aux menaces. Et puis voilà, donc je me suis retrouvé spécialisé sur ces questions, alors que c'est le hasard, du métier. Ouais. Voilà. Je n'ai pas spécialement demandé, d'autant que ce sont des dossiers qui sont extrêmement durs. Comment ça se fait que cette affaire n'a pas abouti d'ailleurs? C'est une excellente question. Il faut la poser au procureur des mineurs, Yvon Talec, qui, pour ma consoeur de France 2, dans un journal, a osé dire que l'affaire de CD-ROM de Zandvoort, il fallait la minimiser. Parce que les enfants n'étaient pas français. C'est génial, non? Vous avez un procureur qui, simplement en regardant une photo, il connaît la nationalité des enfants. Ensuite, il a dit que les documents sur le CD-ROM étaient pour la plupart des documents anciens. Voilà un magistrat qui ignore que le bébé qui était violé sur le CD-ROM de Zandvoort pouvait porter plainte jusqu'à l'âge de 38 ans. Donc c'est quoi un document ancien? Et le troisième élément qu'il a donné, c'est sidérant. Il a dit et puis les enfants étaient consentants, ou c'était avec le consentement des parents. C'est-à-dire, voilà un procureur qui ose dire dans le journal télévisé de 20h que si des parents sont d'accord pour prostituer leurs enfants, il n'y a pas de problème. Que je sache, le procureur Yvon Talec n'a jamais été convoqué devant le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Donc il y a vraiment... inquiétant même. Ah oui, oui. Donc maintenant, pourquoi l'affaire a été enterrée, c'est pas à moi de répondre. Moi, je suis journaliste, j'ai fait mon travail, j'ai révélé des faits. Si l'institution judiciaire enterre l'affaire,
c'est l'affaire non pas du journaliste, c'est pas moi de donner des solutions, mais c'est aux citoyens de s'interroger. Pourquoi on est dans une société où on peut acheter des gosses sur Internet avec une carte bleue? Bon, ma carte bleue, la vôtre, eh bien, et ça, je l'avais révélé dans un livre, on pouvait faire des transactions de ce genre en passant par PayPal, etc. Bon, pourquoi dans le pays dans lequel nous sommes, mon pays, bordel, pourquoi on sait à une unité près combien de saumon remonte la Loire et pourquoi à 100 près on n'est pas capable de donner le nombre exact d'enfants qui disparaissent? Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans une société qui reste extrêmement ambiguë sur ces questions, et si on veut que les choses évoluent, eh ben, je dirais que c'est l'affaire de tous les citoyens. Et c'est aussi un peu ce qui me motive pour me replonger dans des dossiers mais qui a priori me donnent envie de fuir, de regarder ailleurs, tellement c'est à la limite du supportable. C'est même pas à la limite, c'est d'ailleurs absolument insupportable. Comment vivez-vous ces dossiers? Difficile quand même. Très mal. Très mal. Heureusement, j'ai une vie équilibrée, plutôt riche intimement. Je ne suis pas parano. Et puis j'ai le soutien de très nombreuses personnes et associations qui suivent mon travail depuis des années et qui m'apportent un soutien actif. Voilà, donc je précise que c'est notamment une ONG internationale qui, par souscription, a recueilli les fonds qui me permettent de faire le documentaire sur Outreau. Voilà. Alors, vous avez une autre activité aussi actuellement avec une maison d'édition. Ah oui, oui. Il faudrait nous en parler. C'est plus léger. C'est plus léger. Avec un ami qui était inspecteur d'éducation nationale et qui s'est retrouvé à la retraite en même temps que moi, on a été choqués par la disparition dans nos villes respectives d'anciens, des gens qui avaient été des acteurs de la vie locale, qui avaient été témoins, acteurs d'événements majeurs depuis la Deuxième Guerre mondiale, enfin, tous les événements qui sont passés depuis 1945. Et ces gens disparaissaient sans rien laisser. Et on s'est dit, on a fait nôtre ce proverbe africain qui dit « lorsqu'un ancien s'en va, c'est une bibliothèque qui brûle ». Et on a commencé, d'abord on a créé une petite SARL qui a pour vocation de rester petite. Hein. C'est clair, on ne vise pas l'entrée au CAC 40. Hein. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas fait cette forme d'association finalement? On aurait pu, mais le fait de passer en SARL, moi il se trouve qu'à ce moment-là j'avais un livre, le guide du Paris des faits divers, au Cherche Midi, qui a très bien marché. J'ai investi mes droits d'auteur dans cette SARL et ça nous a permis aussi de créer des emplois pour des jeunes, c'est-à-dire de prendre des apprentis ou des jeunes en formation d'alternance. Donc il y avait aussi ce choix et donc on a commencé à interviewer des anciens dans une ville. Alors il nous est arrivé aussi de faire le livre d'une vie, c'est-à-dire voilà, des particuliers qui nous demandaient de faire un travail sur leur vie parce qu'ils voulaient transmettre à leurs proches. Mais l'essentiel de notre travail, c'est avec des villes. Actuellement, il y a 3 villes avec lesquelles nous travaillons. La ville de Beson dans le Val d'Oise, la ville d'Achères dans les Yvelines, et très bientôt, enfin ça va commencer là dans quelques semaines. Pardon. Dans quelques semaines, on va commencer un travail semblable avec la ville de Nanterre. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on filme, on interviewe des gens, et ensuite leurs témoignages qui sont dérochés et introduits dans une base de données. Ces témoignages nous permettent d'écrire des livres thématiques pour les villes en question. C'est-à-dire que ce sont des livres DVD, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez le livre
avec le thème que les élus de la ville ont choisi. Mais en même temps, vous avez le DVD avec des extraits, Des témoignages en vidéo. des témoignages. C'est-à-dire à la fois vous avez l'image et les mots. Et ça, c'est un travail absolument passionnant. On recueille, par exemple, j'ai tout à fait par hasard, il y a des choses magnifiques. J'ai retrouvé un de mes anciens professeur que j'avais au cours complémentaire dans le 20e arrondissement quand j'avais 13-14 ans, quoi. Et c'était mon prof d'histoire. Mais en le retrouvant alors qu'il avait 92 ans, il m'a appris qu'il avait été déporté à Auschwitz. Il n'en avait jamais parlé à ses élèves. Et en plus, en l'interviewant, en le filmant, il nous a appris qu'il avait été voisin de Chali dans un, non pas à Auschwitz, mais dans un commando extérieur. Pendant 6 mois, son voisin de Chali, c'était Robert Desnos. On a enfin un témoignage sur les derniers mois de vie de Robert Desnos, puisqu'il est mort à la libération des camps. Enfin, voilà. Donc on a des choses magnifiques comme ça. La tâche est considérable, c'est un travail de fourmi là. Absolument, c'est pour ça que on veut initier un mouvement. Ce mouvement, c'est de dire, voilà, l'histoire elle est écrite toujours à partir de la mémoire des grands, ceux qui ont été présidents, ceux qui ont été rois, ceux qui ont été ministres, ceux qui ont été généraux. Mais par contre, ceux qui font l'histoire, les gens, La proximité. Voilà, La proximité. Absolument. Ces gens-là, ils disparaissent sans laisser de traces. Et c'est ça qu'on ne voulait plus. Donc non seulement nous faisons ce travail, mais en plus on encourage les gens, les villes, les associations, les organisations syndicales à être volontaristes et à faire ce travail. Parce que si il n'est pas fait actuellement, ce sont des trésors de mémoire qu'on va perdre. Donc ça c'est mon travail. Votre plaisir. Mon coup de cœur. Ouais, voilà. votre plaisir. Mon grand coup de cœur. Bon, il peut m'arriver ponctuellement de travailler pour la télévision quand on me le demande et que je pense que c'est utile et que je peux apporter quelque chose. Mais c'est pas à mon âge que je vais commencer une carrière de réalisateur de cinéma ou de télévision. Merci Serge pour cet entretien. Merci. Oui.